projecteur sur les détectives privés, une profession qui sentait le soufre mais qui a beaucoup évolué. On les appelle désormais agents de recherche. Ils ont fait parler d'eux à l'occasion de deux grandes affaires en France, l'affaire Omar Haddad et les disparus de Lyon. C'est grâce à ces enquêteurs privés que de nouvelles pistes ont été suivies, de véritables contre-enquêtes qui prennent parfois en défaut policiers, gendarmes, juges d'instruction. Comment ces privés travaillent-ils? Quelles sont leurs méthodes, leurs tarifs, leurs résultats? Réponse dans ce reportage de Mathieu Huchet et Thierry Breton. Georges Riel arrive. Porte un coup. Je prends mon stylo, hein. Porte un coup. Au moins un coup. Tombe en terre. Ouais. Au moins un coup. Tombe en terre. Et laisse droite. Ça va, on n'a pas comme il faut. Ça le faire. Il s'écroule à quel endroit? Exactement, je ne l'ai pas vu, mais d'après les photos que j'ai vues sur le journal, Oui. il avait les taches de sang ici. Donc je suppose qu'il s'est trouvé ici. Il a dû s'écrouler ici, je pense. Deux coups de couteau dans le ventre, deux autres dans le dos. Roger-Marc Moreau, détective, essaye de comprendre comment et par qui la victime a été poignardée. Pour la justice, c'est une affaire classée. Un soir d'octobre 93, la fête des vendanges a tourné au lynchage populaire. 4 jeunes ont à tour de rôle donné un coup de couteau. Aux assises, tous ont été reconnus coupables de meurtre. Mais Roger-Marc Moreau ne croit pas à la version officielle. La contre-enquête est son métier. Il est l'un des rares privés spécialisés dans les affaires pénales. L'affaire Omar Haddad a fait sa renommée, une aubaine pour ce quadragénaire qui ne rêvait que d'énigmes et de crimes non élucidés. Terminé la chasse aux époux infidèles, il peut se draper dans sa cape de Zorro des opprimés. Il y a une vingtaine d'années, la profession était très peu réglementée. Et j'ai voulu lancer avec un ami un cabinet, surtout pour payer mes études, me faire de l'argent de poche. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un créneau extraordinaire qui n'était pas exploité en France, et également que l'on pouvait apporter une pierre nouvelle à la défense. La défense des causes perdues le mène aujourd'hui dans ce petit village des Pyrénées. Dans ces ruelles, un homme a été sauvagement poignardé, mais les circonstances du meurtre demeurent bien floues. Les gendarmes et les policiers n'ont pas la même version des faits. Pour les uns, il y a un seul tueur. Pour les seconds, ils étaient 4. 6 ans d'enquête et à l'arrivée, Stéphane, ce garçon, condamné à 13 ans de prison, qui se dit innocent. Le métier de ce détective est bien loin de l'image d'Épinal du privé. Gros bras, pistolet et appareil photo dissimulé. Les armes de Roger-Marc Moreau, sa carte professionnelle, son dictaphone et une étude minutieuse du dossier. Il lui faut traquer la faille, démasquer les incohérences de l'instruction. Pour ce faire, une seule méthode, auditionner les témoins en espérant trouver des pistes capables d'innocenter son client. Stéphane Marty qui revient en courant et nous dit que la victime vient de partir dans l'ambulance. Que la victime vient de partir en ambulance. Bon, ça, c'est la vérité des faits tels qu'ils se sont réellement passés. Oui. Il affirme ne rien tenter d'illégal. De toute façon, le droit français ne reconnaît aucun pouvoir aux enquêteurs privés. Ces témoins n'ont pas l'obligation de répondre à ces questions. Il doit se vendre tel un VRP de la contre-enquête, en comptant sur ses talents de persuasion. Pour les médias. Ah, merci. Alors, bon, malgré tout, pour la forme, je suis agent de recherche et je fais une enquête, vous savez, pour le compte de la famille, des proches tout au moins de Stéphane Marty. Cette enquête vous concerne au premier chef. Ce témoin vient de sortir de prison. Il était dans le box des accusés il y a 2 ans. Condamné à 4 ans d'emprisonnement, c'est lui qui a fourni le couteau. Didier est persuadé que le mystère du village n'a pas été percé par le juge d'instruction. Il a accepté de parler au détective en présence de ses parents. Pourquoi ils ne sont pas venus chercher à 6 h du matin? Un sac de nœuds indémêlable. Il faut quand même essayer de le démêler.
Alors, avec la reconstitution, on pouvait mettre les points sur les i sur quelques points. Mais il n'a pas voulu, parce qu'il savait très bien que... Moi, je lui disais, il y avait des éléments qui ne tenaient pas. Mais c'est lui le juge, mais lui, il le sait très bien. Mais lui, il croit qu'on est coupable. Donc, ça ne l'arrange pas de... Lui, c'était clôturer le dossier le plus vite possible. Et puis, on passait aux assises avec un dossier bien dévissé. Et puis, on ramassait, et voilà. Vous savez qu'on va chercher la vérité, quelle qu'elle soit. Ah oui. Oui. Hein, c'est clair. Oui. On va pas être complaisant. Non, mais je le dis quand même aujourd'hui, que ce soit clair et que le message soit passé. Si la vérité, c'est démontrer la culpabilité de la personne par laquelle je suis aujourd'hui mandaté, eh bien c'est celle-là que nous établirons. On ne va pas arranger quoi que ce soit. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je ne sais pas où sont vos échecs, vos réussites, où vous en êtes, si ça marche souvent, pas souvent. Mais ce problème, c'est que les détectives ne sont pas trop aimés des magistrats. Et quand vous allez revoir un magistrat avec un dossier, comment vous, détective, vous venez à essayer de relancer, attendez, on ne sait pas faire notre travail. Oui. Souvent, vous en va balader, il faut être... même si une fois vous avez une réussite, eh bien, ça vaut le coup. Mais il faut être... parce que moi, je le fais de bon cœur, et je le fais parce que j'y crois, et pour Stéphane, il croit beaucoup. Mais je reste quand même pas sceptique, mais je n'ai pas peur de la réalité. Si ça mène à rien, je ne dirai pas, oh ben tant pis. Je sais qu'il ne faut pas exclure ça, il faut penser à tout. Quand il prend une affaire, Roger Marc ne promet jamais rien. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, il a constitué une équipe de pros. Cette femme est l'ancienne patronne de la police scientifique. Pour le privé, elle va passer au peigne fin le rapport d'autopsie. Après examen, elle lui livrera sa contre-expertise. Lorsque l'on va faire l'autopsie, on va découvrir que le corps a des blessures dans le dos également. Et donc on va déterminer qu'il s'agit d'une bande de 3 autres jeunes gens qui seraient venus après les faits, au moment où la personne agonisait, pour le finir, le poignarder. Et bon, j'aimerais que tu examines ces documents. Oui, il n'y en a que 2 blessures, là et 2 devant. Bon, je suppose que quand on a ouvert, on a vu jusqu'où allait la profondeur de la blessure ou pas? Écoute, tu examineras tout ça. Quand vous allez voir un médecin et que on va vous dire il y a une grosse intervention à faire, il est très rare que vous ne preniez pas l'avis d'un deuxième spécialiste, hein, pour confirmer ou infirmer d'ailleurs. Mais je crois que c'est important d'avoir plusieurs avis, parce que je vous dis, l'erreur est humaine, on peut se tromper. Et le meilleur expert peut se tromper. Fragiliser la thèse de l'accusation, pour l'avocat, voilà tout l'intérêt d'un enquêteur, même si son rapport n'a pas une grande valeur juridique. Je dirais c'est un faisceau d'indices, c'est un élément du dossier, c'est une preuve comme une autre, c'est un commencement de preuve, plus exactement. Et ce commencement de preuve nous permet d'obtenir du juge, d'établir des actes, d'aller auditionner les témoins et de convoquer les témoins. Grâce à ce rapport, on peut effectivement faire convoquer les témoins. Ça n'a pas une valeur juridique? Non, c'est un commencement de preuve. Autre complice de ce détective, Roland Agré. Condamné en 1970 pour meurtre, il a multiplié les opérations coup de poing pour prouver son innocence. 1 an de grève de la faim, il est aux portes de la mort, il obtient une grâce. Il a gagné la liberté, mais pas son innocence. Il s'ampute alors de 2 doigts qu'il envoie au garde des Sceaux pour réclamer la révision de son procès. Après 14 ans de combat, il est acquitté. Sa douleur, sa soif de vengeance, Roland Agré les a mis au service des autres. Son association reçoit des lettres de taulards par dizaines. Il y a des gens qui se retrouvent incarcérés, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien, aucune voie extérieure, voire même pas de famille du tout. Ces gens-là vont mourir en prison, ce sont des sacrifiés. Et là, ils pourront pleurer, ils pourront hurler, personne ne les entendra jamais. En fait, ce qu'il faut reprocher à la justice, je lui reproche, non pas de se tromper, mais de se croire infaillible. Alerté par les proches de Stéphane, Roland a proposé aux détectives de mener la contre-enquête. Ensemble, ils sont venus faire le point sur l'avancée des recherches avec Laurence, la compagne du condamné. Roger Marc expose sa stratégie. Une contre-enquête, c'est exactement, finalement, le même travail que le juge d'instruction. Le juge d'instruction est censé instruire à charge et à décharge. On s'aperçoit dans cette affaire que son instruction a été orientée. Il n'a cherché que des éléments étayant l'accusation, il n'a travaillé qu'à charge. Eh bien, je vais faire le travail qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire l'enquête à décharge. Je t'écris pour te dire que je vais me battre jusqu'au bout, car je suis innocent. On veut me faire porter le chapeau.
Mais je me battrai pour toi, car c'est toi qui me donnes la force de vivre et de me battre. 2 ans déjà que Stéphane est derrière les barreaux. Laurence refuse de se contenter de ses lettres d'amour. Elle vit dans l'espoir d'une révision de procès. Ce rêve a un prix, 100 000 francs. Je veux pas rentrer dans ce jeu où on vient voir Stéphane, comme on vient voir Stéphane, comme si on allait voir quelqu'un qui est à l'hôpital. On y va pour se donner bonne conscience et puis pour parler mais de ce qu'on fait dans la semaine. Moi, je voulais pas ça. Vous voulez vous prouver à vous-même que vous avez tout tenté? C'est pas me prouver, on m'a rien demandé. Hein. On m'a pas demandé de faire ça pour Stéphane et Stéphane m'a jamais rien demandé. Je n'aurais rien fait, il m'en aurait jamais voulu. Je l'aurais quitté, il m'en aurait pas voulu. C'est un défi que je me suis mis moi-même. Je crois que c'est dans mon caractère, c'est mon objectif. Je veux arriver à quelque chose, je veux la vérité, je veux que Stéphane soit innocenté et surtout je veux qu'il sorte. Vous avez réuni de l'argent pour pouvoir aujourd'hui relancer l'affaire Alors forcément c'est pas gratuit, il faut payer, il faut payer un avocat, il faut payer un détective. J'ai vu ce que ça a donné avec un avocat commis d'office, je voulais pas commettre la même erreur. Donc l'argent, ben, c'est toujours pareil, on va voir des membres de la famille. Alors c'est dur parce qu'il faut appeler les gens, il faut se vendre. Il faut se vendre. On se vend, on essaie de dire voilà, je suis convaincue de l'innocence de Stéphane, aidez-moi. Vendeur de miracles ou contre-pouvoir salutaire, que pensent les magistrats de ces enquêteurs privés qui de plus en plus contestent leur vérité? Franck Terrier a occupé le poste de directeur des affaires criminelles. Il est plutôt favorable aux contre-enquêtes. Je pense qu'après la condamnation, une personne ou un groupe de personnes qui croient fermement à l'innocence d'un condamné n'a pas vraiment beaucoup de moyens à ses dispositions en dehors de, effectivement, conduire un certain nombre d'investigations eux-mêmes. S'ils respectent la loi, il n'y a pas de difficulté à cet égard, détective privé ou pas détective privé, peu importe. Pour le procureur de la République à Nice, l'émergence des privés, c'est le risque d'une justice à 2 vitesses. La contre-enquête, elle ne sera pas contradictoire par hypothèse. C'est une partie qui va appointer une entreprise privée pour faire des recherches pour son compte, pas pour le compte de la collectivité. Donc le risque est grand qu'une thèse soit servie et préférée à la thèse qui concernera l'intérêt collectif. Et puis il y a aussi un tempérament qu'il faut apporter, qui paiera la partie, j'imagine. Est-ce à dire qu'il y aura des parties mieux placées que d'autres? Je pense que ces enquêtes, sans que j'en connaisse le prix, coûtent cher. Conscient de ses lacunes, la profession tente péniblement de s'organiser. Roger-Marc Moreau a d'ailleurs participé à la création d'une école privée. Pour lui, le détective doit devenir un juriste confirmé. On est obligé d'intervenir de manière parfaitement légale et avant tout mandat d'avoir une cause légale, morale et légitime. Et si l'on apporte un élément de preuve qui serait obtenu par des moyens illicites, eh bien cet élément est écarté. Pour obtenir une révision de procès, Moreau sait qu'il doit trouver un élément nouveau capable de créer le doute sur la culpabilité de son client. Rue Grande la Monnaie, vous connaissez? Peut-être l'a-t-il trouvé. Les témoins parlent d'une femme qui aurait pris le condamné en stop au moment du crime. Jamais entendue, elle pourrait apporter à Stéphane un alibi. L'école, donc, est ici, là, sur la gauche. Le détective n'a pas prévenu cette institutrice de sa visite. C'est pour lui la garantie d'un témoignage spontané. Pour éviter de faire capoter le rendez-vous, nous décidons de l'accompagner, lui et son adjoint, en caméra cachée. Donc, oui, je suis agent de recherche. Oui. Roger Marc se présente comme agent de recherche. C'est le terme officiel pour désigner en France les détectives. Présentation faite, elle accepte de répondre et, bonne surprise, elle confirme la version du condamné. Quelqu'un est arrivé en disant que Georges avait planté le portugais. J'ai pris ma voiture et j'ai voulu aller voir ce qui se passait. Mais la femme de Georges m'a pris les clés de la voiture car elle ne voulait pas que j'aille sur place. Je suis parti à pied, j'ai arrêté une voiture et me suis fait accompagner jusqu'à la place où j'ai vu les gendarmes. Ce qu'il dit là est vrai. Vous confirmez la scène qu'il vient de me décrire là. Je le confirme, je le signe parce que c'est vrai. Ce qu'il vient de me dire là, ce que je viens de vous lire, vous me le confirmez. Hein, c'est ça. Il s'est jeté sous ma voiture, que je l'ai pris, que je l'ai laissé à Estagel parce qu'il y avait toute la population dehors et un fourgon
Éventuellement, je serais moins fourbalé si c'était police, mais je crois bien que c'était pompier. Alors, je vais vous dire exactement. Ça, c'est sûr. Là. Alors là, je vais vous poser la question que vous redoutez. Il était à peu près quelle heure? Écoutez, c'était après le repas, parce que systématiquement, je mangeais chez ma mère. Ça devait être un dimanche soir. Seul problème, mais de taille, 8 ans après les faits, il lui est impossible de donner une heure précise. Donc c'est... Entre 20h et 22h. Non, 21h et 22h. Or, dans cette affaire, chaque minute compte. Tout s'est joué ici en moins d'une demi-heure. Après avoir envisagé une reconstitution, Roger Marc se fait plus modeste et se contente d'un chronométrage. Et je veux le temps précis qu'il faut du domicile de Marty jusqu'à l'entrepôt. Comme ça, on va estimer l'arrivée à l'entrepôt. D'accord. Vous n'avez pas fait de détour, vous n'êtes pas arrêté. Est-ce qu'il y avait de la circulation? Il va y en avoir un petit peu, mais je pense que ça va être à peu près... C'est à peu près les mêmes conditions qu'aujourd'hui? Oui, je pense que ça va être à peu près ça. Vous allez dire à la personne qui... Il est épaulé par son adjoint la plus probable de l'époque. et par ce garçon qui a accepté de jouer son propre rôle. Lui aussi a été condamné pour homicide, mais beaucoup moins lourdement. Il était mineur à l'époque. Il a passé toute la soirée avec Stéphane. Lui aussi se dit innocent. Voilà, et j'arrête le chronomètre. Donc, il fait quelle heure? Probable. Donc on a mis 34, donc ça va faire 35, presque 36, un maximum, d'accord? Le bras de fer avec la justice est loin d'être gagné, mais pour les familles, les prémices de cette contre-enquête suscitent beaucoup d'espoir. Je l'ai dit à la cour d'assises que ces enfants étaient innocents. Je leur ai dit, devant tous les jurés. Qu'est-ce qui vous fait avoir cette intime conviction? Parce que je les ai beaucoup côtoyés et je les connais depuis longtemps, depuis le petit banc de l'école maternelle. Et je sais qu'ils n'ont pas fait ce geste. Donc vous espérez beaucoup de cette contre-enquête aujourd'hui? Ah oui, oui. Vraiment de tout mon cœur. Je veux que ça sorte. Parce que je le vis depuis 95 et je trouve que c'est vraiment aberrant d'en être arrivé là, dans un village comme ça. C'est affreux. D'avoir mis des gosses là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient peut-être un peu plus exubérants que les autres, mais pour en arriver là, non. J'ai toujours dit non et je le dirai toujours. Dernier rempart contre l'injustice pour les uns, fauteur de troubles pour les autres. À Estagel, tout le monde ne voit pas d'un bon œil l'intrusion d'un privé. Vous y étiez, vous avez vu comment je me suis fait agresser de suite. Oui. Pas qui t'es fait agresser. Non, c'est parce qu'il y a des passions. Bon, mais voilà, mais moi comme Surtout cette famille qui a demandé à rencontrer d'urgence Roger Marc Moreau. Leur fils a longtemps été l'unique suspect. Ils ont tout fait pour qu'il ne soit pas le seul à tomber. Aujourd'hui, ils se sentent montrés du doigt. qu'on me laisse tranquille ma fille, mes petits-enfants, et qu'on nous foute la paix, qui n'ont qu'à trouver ce qu'ils ont fait, qui ne me mettent pas mon beau-fils toujours en première ligne. Il a dit ce qu'il a fait, il a payé pour ce qu'il a fait, il le paie pour ce qu'il a fait, qu'on lui fiche la paix, qu'on nous foute la paix à nous, et à mes enfants, et à moi, parce que moi je suis tombée malade à cause de ça. Alors, et maintenant de nouveau, il va y avoir de la pression, on va de nouveau ressortir, on va de nouveau se faire insulter, on va de nouveau, avec les regards des gens, avec les trucs comme ça, et ça je n'en veux pas. On ne reviendra jamais sur la condamnation de Georges Riel. Il Voilà. faut le savoir. Donc de toute façon, vous ne risquez rien. Notre intervention ne mettra jamais en cause ce qui s'est passé. Nous, personnellement, là. Je vous le dis quand même, hein, rassurez-vous. Même si c'était le seul aujourd'hui et qu'on en ait la certitude, ça ne changerait rien. Fin du premier round, Roger Marc est optimiste. On espère obtenir, dans un premier temps, une grâce, de manière à pouvoir lui permettre de sortir de prison, de manière à ce qu'il ne gâche pas toute sa vie. Et dans un second temps, il va se consacrer, essayer d'obtenir une révision de son procès, parce que là, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de pratiquement toute une vie, et s'il est suffisamment décidé, convaincu, eh bien, il ouvrira ce combat lorsqu'il sera sorti de prison. Première étape donc, demander une grâce. Pour l'obtenir, il faut de sérieux arguments. Pour plaider ses dossiers, Roger Marc peut compter sur Roland Agré, qui a ses entrées à la chancellerie. Allez. Ça va? Et toi? Ouais. C'est comme ça que cette femme, handicapée, a été graciée en 1995 par Jacques Chirac. La contre-enquête
a révélé qu'elle avait probablement été condamnée à tort pour meurtre. C'est une fille foutue en l'air, c'est une famille foutue en l'air. Le ministère m'a accusé de meurtre que je n'ai pas omis. Les gendarmes m'ont accusé de meurtre que je n'ai pas omis. Ça, c'est une cicatrice et ne se referme jamais. Vous avez une plaie en vous, vous portez une plaie en vous. Oui, et elle ne se refermera jamais. Même que je sois reconnue par le ministère de la Justice innocente, ça fera du bien, mais il y aura toujours cette plaie. Libre, elle reste coupable au regard de la loi. Mireille rêve d'obtenir une révision de son procès comme son protecteur. Bien que la révision m'ait apaisé, moi elle a représenté quand même, elle a représenté 15 ans d'échec. Et quand on m'a remis le jugement, vous êtes réhabilité, etc., 3 pages. 15 ans de bagarre aux limites de l'imaginable, pour avoir 3 pages en disant on s'est trompé, il fait jour le jour et nuit la nuit. En gros, c'est ça. Avocats et détectives ont récemment remporté une victoire. Depuis le début de l'année, toute personne condamnée aux assises pourra faire appel. Une deuxième chance pour l'accusé. Pour les enquêteurs privés, c'est l'opportunité de travailler avant que l'irréparable ne soit commis. Être rejugé, bénéficier des services d'un détective, Mireille n'aurait pas dit non. Mathieu Huchet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé ce reportage il y a quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous donner des informations concernant ces affaires que vous évoquez dans votre enquête? Est-ce que le travail des détectives a fait évoluer ces enquêtes? Concernant l'affaire Stéphane Marty, donc on évoque assez longuement dans ce sujet, la première affaire, voilà, ce jeune garçon qui a été condamné à 13 ans pour homicide volontaire. Eh bien, les choses avancent puisqu'il y a quelques jours, une quinzaine de jours, Roger-Marc Moreau et Roland Agré, sur la base de leur investigation, eh bien, ont déposé un recours en révision auprès de la Cour de cassation et puis une demande de grâce auprès de la chancellerie. Alors les révisions de procès, on sait ce que c'est très très difficile à obtenir, il faut énormément d'éléments et de preuves. Par contre, la grâce, ça s'obtient plus facilement, on va dire. Roland Agré, je l'évoque dans le sujet, un petit peu ses entrées de façon officieuse à la chancellerie. Alors il vient avec son dossier sous le bras pour plaider ses affaires, et notamment celle-ci. Il a été reçu dernièrement à la chancellerie, et visiblement le dossier a retenu l'attention, comme on dit, de la chancellerie. Donc il faut être prudent, mais affaire à suivre. Les choses évoluent. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que le système évolue vers un système à l'anglo-saxonne, à l'américaine, là où donc les avocats travaillent avec des détectives qui font des contre-enquêtes? Est-ce que c'est une tendance lourde? Oui, parce que notamment depuis la réforme du droit pénal, il y a la possibilité de faire appel. C'est-à-dire qu'en assise, une personne a été condamnée, avant c'était définitif pour ce qui est des affaires criminelles. Aujourd'hui, elle a la possibilité de faire appel. Donc vous imaginez bien un client et son avocat, la personne a été condamnée, ils font appel, il faut arriver avec des éléments nouveaux. Il faut essayer de muscler le dossier, il faut essayer d'avoir des éléments à décharge. Donc là, on peut recourir à un détective privé, en tout cas, il y a une possibilité de le faire pour essayer, pour que l'avocat ait des éléments pour essayer de faire basculer la décision en sa faveur. Voilà. On voit bien dans votre reportage que le système judiciaire n'est pas très favorable au travail de ces détectives. Est-ce que tous les magistrats sont sur la même position? Oui, vous le disiez, c'est pas du tout dans la mentalité française. Le droit français, la mentalité fait que c'est l'État qui a le monopole des investigations, et non pas comme aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons où les avocats ont l'habitude depuis maintenant longtemps de travailler avec des détectives. Donc c'est très nouveau et forcément ça grince un peu. Maintenant, je pense que ça va dépendre du professionnalisme des détectives. S'ils amènent des éléments sérieux, vérifiables et vérifiés, s'ils concourent, comme on dit, à la manifestation de la vérité, pourquoi pas? Par contre, s'ils falsifient des preuves, s'ils font pression sur des témoins, ça risque de très mal se passer. Donc, l'avenir de la contre-enquête pénale en France, qui en est vraiment à ses débuts, dépend de cette question. Est-ce que les détectives vont être professionnels et vont faire crédibles? Voilà, tout à fait. Merci Mathieu. Merci. Dans quelques instants, nous vous parlerons de l'Afghanistan, mais tout d'abord ce reportage sur